Bienvenue dans ce premier face-à-face consacré à l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada. Un accord qui vient de connaître un rebondissement en Belgique puisque les Wallons ont finalement trouvé une position commune avec les autres régions et communautés linguistiques. L'accord pourrait être signé prochainement, a affirmé le ministre belge Charles Michel. Le refus de la Wallonie avait entraîné, vous le savez, l'annulation du sommet de l'Union européenne et du Canada prévu aujourd'hui à Bruxelles. Alors qu'ont obtenu les Wallons? Et après 7 ans de négociations, quelle est finalement la prochaine étape pour le CETA? Comment un petit pays de 3,5 millions d'habitants a-t-il failli faire capoter, enfin plutôt une région a-t-elle failli faire capoter le processus? L'Europe doit-elle revoir sa copie? On en parle avec mes deux invités. Yves Bertoncini est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de Notre Europe, Institut Jacques Delors. Et Sandrine Rousseau, bonsoir. Sandrine Rousseau, économiste et secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Je vous propose tout de suite, avant de démarrer ce face-à-face, d'écouter le président de la Wallonie, Paul Magnette. Après de longues négociations, nous avons enfin trouvé un accord entre Belges qui va désormais être soumis donc aux institutions européennes et à nos partenaires européens. La Wallonie est extrêmement heureuse que nos demandes aient pu être entendues. On s'est toujours battu pour avoir des traités qui renforcent les normes sociales, les normes environnementales, protègent les services publics, pour qu'il n'y ait pas d'arbitrage privé, mais qu'il y ait uniquement des juridictions entièrement publiques qui donnent toutes les garanties juridictionnelles. Nous avons pu être entendus et tout cela sera désormais acquis. Yves Bertoncini, on aurait presque dit un coup de bluff, mais enfin ils ont obtenu des choses, les Wallons. Les tribunaux privés qui ne doivent pas être utilisés par des multinationales. Sur la question agricole, ils ont aussi obtenu une forme de réciprocité. Êtes-vous surpris? Est-ce que ce sont de grandes concessions qu'a pu faire l'Union européenne? Non, ce sont des garanties qui vont être données aux Belges à l'issue d'une controverse qui était d'abord belgo-belge, puisque une bonne partie des autorités belges étaient en faveur de la signature de l'accord tel qu'il est, notamment en Flandre, qui est une région importante, le gouvernement fédéral, mais quelques entités, notamment les Wallons, n'étaient pas rassurés. Il a fallu les rassurer. Ça a pris la forme d'un compromis belgo-belge et donc de la transmission aux autorités européennes de déclarations interprétatives, certainement, qui vont être ajoutées au texte du CETA. Le CETA, ça fait 300 pages à peu près, mais si on ajoute les annexes, les protocoles et les déclarations interprétatives, on en est à 1598 pages. Il y a d'ailleurs des déclarations interprétatives encore un peu plus. De l'Ontario, de provinces canadiennes qui cherchent des garanties. La Belgique, non pas la Wallonie, la Belgique, parce que c'est elle qui signe le CETA, va obtenir des garanties sur les points qu'a évoqué Paul Magnette, y compris par exemple effectivement le recours à l'arbitrage. Ça ne changera pas le texte du traité, mais la façon dont il pourrait être les multinationales pouvaient recourir à des juges pour justement contester une décision d'un État. C'était cela qui était remis en question par les Wallons. Oui, et c'est assez compréhensible. Donc ils vont revenir là-dessus, sur le fond. Alors, d'après Paul Magnette, oui. En réalité, il y a un trouble compréhensible sur ces tribunaux d'arbitrage qui sont très très fréquents dans les accords bilatéraux. Très très fréquents. La très grande majorité des accords bilatéraux sur l'investissement incluent un mécanisme d'arbitrage. Mais ce que les Wallons ne comprenaient pas, ce que les opinions publiques occidentales ne comprennent pas, c'est pourquoi on a besoin de recourir à de tels mécanismes dans des accords entre égaux, si je puis dire, c'est-à-dire entre pays, là il s'agit du Canada d'un côté, pays de l'Union européenne de l'autre, où les tribunaux ordinaires fonctionnent sur la base de règles impeccables, de l'état de droit. Et donc ça fait problème. Il faut quand même souligner que par rapport à ce qui est en discussion dans le cadre du projet d'accord avec les États-Unis, le mécanisme d'arbitrage qui était aujourd'hui et qui est toujours aujourd'hui dans l'accord avec le Canada est déjà un mécanisme amélioré sur demande de la France et de l'Allemagne, avec le recours notamment à une juridiction permanente qui se réunit dans des conditions de transparence, etc. Donc là, il y aurait une exception belge tout de même. Une exception belge, nous dit Paul Magnette. Il va falloir regarder la façon dont la Belgique transmet ses demandes de garantie aux autorités européennes et la façon dont elles se retrouvent en annexe du traité. Le fameux traité. Donc ce n'est pas terminé, cette partie de bras de fer. Sandrine Rousseau, vous êtes ces points qui bloquaient, ce sont finalement les points qui vous bloquent parce que vous êtes plutôt opposé, me semble-t-il, à ce traité, à cet accord entre l'Union européenne et le Canada. Mais il y a plusieurs points qui bloquent, mais ces tribunaux arbitraux en font partie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer une juridiction privée à côté des juridictions qui existent dans les pays. Et j'entends que ça se fait dans d'autres accords, c'est pas pour ça que c'est bien. C'est-à-dire qu'on a vu
les conséquences que ça pouvait avoir sur l'arrêt du nucléaire, sur l'arrêt de Vous pensez que c'est trop favorable aux multinationales? C'est ça le problème? On met à égalité dans un tribunal des multinationales et un État. Et on peut faire modifier la législation d'un État par une action d'une multinationale. Quand on sait qu'en plus, au Canada, il y a énormément de filiales américaines, on se dit que c'est quand même un cheval de Troie pour le prochain traité qui est le TAFTA. Et c'est un cheval de Troie pour les entreprises américaines. C'est l'accord atlantique, en plus, cette fois, avec les États-Unis. Voilà. Donc là, on ne sait pas en fait ce qu'a obtenu la Belgique. Mais ça faisait partie des points qui étaient les plus délicats et les plus contestés au sein du CETA. Et manifestement, quand un pays se rebelle, eh bien, on arrive à obtenir des choses. J'attends de voir ce qui va réellement être obtenu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est même la philosophie même du CETA que nous contestons. C'est-à-dire que c'est... Quelle philosophie ? La philosophie de développer les échanges, d'aller vers encore plus de mondialisation. On voit par exemple dans le CETA une augmentation des importations de viande du Canada vers la France, sachant que je vois pas pourquoi une côtelette de porc devrait faire plusieurs milliers de kilomètres avant d'arriver dans une assiette européenne, qu'il y a des éleveurs en Europe qui sont surendettés, qui sont dans des difficultés pas de l'environnement. C'est ça que il n'est pas respectueux de l'environnement, il n'est pas respectueux du social, et à la fin surtout il ne répond pas à un besoin, il répond juste à une injonction à faire de la croissance, mais une croissance qui détruit la planète. On a vu là que près de 60% des espèces de vertébrés avaient d'ores et déjà disparu. Il faut savoir que quand une espèce disparaît, elle disparaît à jamais. C'est-à-dire qu'on ne peut plus la recréer. Et là, on est dans une espèce de fuite en avant. L'origine de la disparition des espèces. Oui, parce que quand on développe le commerce international, on développe forcément les émissions de CO2, on développe forcément la bétonisation parce qu'il faut faire des routes, et donc cette course folle vers une mondialisation qui en plus diminue actuellement. Cette course folle vers une mondialisation a des conséquences sur le plan environnemental et sur le plan social, et on les voit, on les mesure aujourd'hui avec l'indice Planète Vivante. Donc oui, c'est directement lié. Et Bertoncini, c'est lié, la disparition des espèces et justement ce type d'accord qui incarne le libéralisme, si j'ai bien compris. En tout cas, l'Union européenne dit que ça va 12 milliards d'euros par an d'augmentation du PIB de l'Union européenne. Voilà, ça, ce sont les calculs de l'Union européenne. C'est comme avant chaque grand travail. Il y a plusieurs choses. Il y a dans chaque mouvement d'ouverture commerciale internationale des gains et des pertes, des gagnants et des perdants. Vous venez de citer la viande bovine, oui, sans doute, de la viande bovine porcine arriverait en Europe moins cher, ce qui pourrait bénéficier aux consommateurs européens au passage, mais dans l'autre sens, sans doute, les producteurs européens agroalimentaires, mais plutôt côté fruits et légumes, pourraient vendre davantage au Canada. Donc de toute façon, déjà là, ça crée des gagnants et des perdants comme toute ouverture commerciale. S'ajoute à cela, alors, l'objection que vous faites, qui est une objection environnementaliste, je dois vous rassurer sur le fait qu'on ne construira pas de route entre le Canada et l'Union européenne si d'aventure cet accord entrait en vigueur. Et s'ajoute par-dessus une considération idéologique qui est tout aussi légitime sur effectivement le recours aux mécanismes arbitraux, dont j'ai dit très clairement au tout début que je le trouvais concevable quand il s'agissait pour des investisseurs d'aller dans des pays où le cadre juridique n'est pas clair, n'est pas stable. Il y a quand même des pays, notamment en Afrique, je vais prendre cet exemple, mais j'aurais pu en prendre d'autres, où il y a un besoin de recourir à de tels mécanismes. Sans doute qu'entre l'Union européenne et le Canada, comme entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est beaucoup moins nécessaire. Je voudrais quand même dire une dernière chose. C'est pas parce que le Canada est de l'autre côté de l'Atlantique qu'il faut comparer le CETA au TAFTA. Alors, le TAFTA, ce ne sont pas les mêmes traités avec les États-Unis. Ça n'a pas du tout d'ailleurs la même envergure. Pourquoi sont-ils différents très vite, Bertoncini? Alors, en un seul mot, le traité transatlantique avec les États-Unis a un but, c'est la convergence réglementaire pour aboutir à des normes transatlantiques au lieu d'avoir, dans quelques décennies, des normes chinoises. Sauf que la convergence réglementaire, effectivement, ça peut amener à harmoniser les standards européens et américains. Dans le CETA, il n'y a rien de tel. Il y a juste un petit forum sur la convergence réglementaire et il y a essentiellement des accords qui visent à ouvrir certains marchés aux Européens et à ouvrir certains marchés aux Canadiens, y compris en termes d'investissement. Moi, je suis très surprise du ton qui est employé pour défendre le CETA, mais quand vous dites les populations ne comprennent pas les tribunaux arbitraux, ils comprennent très bien. Enfin, on comprend très bien que c'est des multinationales qui vont pouvoir porter le fer contre des États et qu'à la fin, ce sont les règles de protection des consommateurs qui vont être en danger.
Quand vous me dites on va pas construire de route entre le Canada et la France, sauf à me prendre pour une débile, je sais bien qu'on va pas construire de route, simplement que le développement du commerce international est source d'émissions de carbone. À un moment où on signe de grands accords qui s'appellent la COP21, dont on est incapable de vraiment prendre la mesure et de traduire ça dans des juridictions nationales déjà où on a le plus grand mal à le faire, développer ce type de choses ne va pas dans le bon sens. Quand une côte de porc fait des milliers de kilomètres pour arriver dans une assiette, ça, forcément, c'est émetteur de carbone. Forcément. Et par ailleurs, c'est forcément un danger pour les éleveurs français et européens. Ça pourrait être ajouté à ce type d'accord, justement, ce type de disposition, par exemple l'empreinte carbone. Enfin, parce que finalement, c'est vrai que ce n'est pas du tout inclus dans ces accords commerciaux. Pourquoi pas, mais encore une fois, ne me faites pas dire que j'ai indiqué sur les tribunaux arbitraux que les citoyens ne comprenaient pas. J'ai dit moi-même que je comprenais très bien l'objection qui était faite à ces tribunaux arbitraux quand ils étaient appliqués entre pays de même standard en termes d'état de droit. Pour le reste, oui, il y a des arbitrages à faire. Je suis d'accord avec vous, je l'ai déjà dit également. Il y a un arbitrage à faire entre parfois la maximisation du consommateur, du producteur et l'impact environnemental. Ça, c'est un calcul qu'il faut faire devant l'opinion publique et puis elle fait ses choix avec ses représentants légitimes qui font. Non, mais il y a des règles du commerce international qui permettent déjà la libre circulation. Enfin, on n'est pas dans un protectionnisme démesuré en Europe. Donc, ouvrir encore plus, permettre encore plus d'ouvrir nos règles. Vous êtes contre qu'on ouvre plus, en fait. Alors que non, ça pourrait créer déjà ouvert. Des emplois, c'est ce que dit l'Union européenne. Mais c'est déjà ouvert. On est déjà dans un commerce international ouvert. Ça s'appelle l'Organisation mondiale du commerce et on est déjà dans une forme de libre-échange. Ça n'est pas vrai que l'Europe est protectionniste. Qu'est-ce qu'il apporte, Bertoncini, ce traité? À part détruire ce qui existe en Europe, sur notamment les services publics. Je voudrais qu'on passe justement aux politiques. Qu'est-ce qu'il apporte? Tout n'est pas ouvert. Dire que l'Europe n'est pas protectionniste, moi ça ne me dérange pas de dire qu'elle est protectionniste, par exemple en matière agricole. On ne peut pas dire d'un côté que si jamais on fait le CETA, les producteurs bovins ou porcins européens et français vont souffrir, et dire de l'autre que l'Europe n'est pas protectionniste. Oui, elle l'est. Et je n'ai pas dit que ça me dérangeait qu'elle le soit. Simplement, si on veut gagner quelque chose, par exemple, pour aller plus facilement gagner des marchés publics au Canada, faire que nos entreprises de transport, de services, y compris services financiers, puissent aller s'y développer, nos vendeurs de pommes, de fruits puissent aller y développer, il faut donner quelque chose en échange. Ça s'appelle la réciprocité, me semble-t-il. Le vrai argument, c'est qu'effectivement, faire ça peut-être à des milliers de kilomètres, ça n'a pas de sens. Ça interroge notre modèle de développement européen, avec une idée soit d'en rester là, soit même de déglobaliser. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne suis pas sûr que le CETA soit en plein cœur de ce débat. Alors, je voudrais qu'on passe quand même au rapport de force politique. Ce qui est intéressant, finalement, dans le débat qu'a soulevé les Wallons, c'est la problématique de l'opacité. Ils sont revenus, justement, sur comment c'est la façon, en fait, pour l'Union européenne de négocier ces traités, dans l'opacité. On l'a entendu d'ailleurs dans le traité atlantique, et on l'entend à nouveau. Comment est-ce que l'Union européenne devrait s'y prendre différemment, peut-être de manière plus transparente, faire participer les peuples d'une manière ou d'une autre dans la négociation de ces traités? Il y a un hiatus entre la diplomatie et la démocratie. Certainement, les négociations internationales sur tout sujet sont plutôt discrètes. Ce que je viens de dire juste avant, vous voyez, par exemple sur les tribunaux arbitraux, en disant que c'est pas pareil un tribunal en Afrique et un tribunal au Canada et en Europe, ça va m'attirer des ennuis. Les diplomates n'aiment pas dire ça. Ils préfèrent dire on met un mécanisme d'arbitrage partout, comme ça on n'a pas à dire qu'un tribunal dans tel pays d'Afrique, il est moins fiable, que l'état de droit est moins fiable qu'au Canada ou à Londres ou à Bruxelles ou à Paris. Les diplomates qui négocient ont effectivement souvent besoin de garder un peu leur carte dans leur jeu. Il y a un petit problème d'opacité et de transparence. Mais du coup, les peuples se sentent dessaisis, en fait. Oui, ils se sentent dessaisis dans la mesure où, et ça aussi c'est un élément plus grave de la crise politique, ils n'ont plus confiance dans leurs représentants. Ils n'ont plus confiance pour de toute autre raison. Si on a confiance... Non, pas dans Bruxelles seulement, dans les représentants nationaux. Parce que quand la Commission négocie l'accord avec le Canada, elle fait des consultations, elle consulte les parlementaires européens, mais elle négocie sous la surveillance étroite et avec un mandat des États membres et du Parlement, mais des États membres. Quand la Commission négocie, dans la salle d'à côté, il y a les ministres du commerce de tous les États membres, y compris Matthias Fekl pour la France. Le problème, c'est que ces gens-là surveillent et que, semble-t-il, leur population n'ont pas vraiment confiance en eux. Sur la Belgique, si vous me permettez un dernier point, il y a une spécificité. Le gouvernement belge négocie le CETA. Ce n'est pas M. Magnette ou le leader de la communauté néerlandophone
germanophone ou francophone qui négocie le CETA. C'est le gouvernement belge, le gouvernement fédéral. C'est à lui d'informer correctement les entités fédérées, ce qu'il vient de faire à l'issue d'un psychodrame, afin de les rassurer. C'est peut-être aussi au commissaire européen, à Cecilia Malmström, de parler peut-être plus ouvertement. Elle le fait, elle a la chance d'habiter en Belgique, c'est tout près en plus. Mais il y a quand même des autorités légitimes belges, des autorités fédérales qui sont là à la suite d'élections démocratiques. C'est aussi à elles de faire leur travail. Et elles viennent de le faire. Sandrine Rousseau, est-ce qu'il y a une crise justement du côté européen? C'est une crise de confiance à l'égard justement de ces institutions européennes qui finalement entraîne ce type de débat aujourd'hui. Oui, mais une défiance légitime, parce que là, il y a eu un mandat qui a été voté par le Parlement, et après, le Parlement n'a pas été saisi de ces questions-là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le Parlement, alors que c'est eux qui sont élus par les peuples d'Europe, à aucun moment, ce Parlement n'a eu à intervenir dans le cadre de la négociation. C'est d'ailleurs ce que reproche la Wallonie, puisque la Wallonie dit, on a découvert la chose, et en plus, on a une urgence à ratifier, parce qu'il faut absolument ratifier, sinon la terre s'effondre, et donc on va pas le faire. Et voilà. Et moi j'apprécie ce côté un peu village gaulois pour le coup de la Wallonie, parce que je pense vraiment qu'on ne peut pas signer quelque chose d'aussi important dans l'urgence sans avoir fait un travail de fond avec les parlementaires. Et donc il faut renforcer la démocratie dans les institutions européennes, c'est ce que ça veut dire. Il faut renforcer la démocratie, et puis surtout, sur des négociations d'aussi grande ampleur, il faut absolument que le Parlement européen ait un poids supérieur à celui des gouvernements. Quel est le poids du Parlement européen aujourd'hui? Mais le Parlement européen peut tout à fait rejeter le CETA. Simplement, il ne va pas le faire parce qu'il y a une majorité élue démocratiquement au Parlement européen, droite-gauche d'ailleurs, qui va approuver le CETA. Il y a une division des tâches tout de même en matière démocratique. Il y a des parlements qui sont là pour confier des mandats et pour dire s'ils sont d'accord, et puis il y a des gouvernements qui sont des pouvoirs exécutifs et qui négocient. Il faut une information, une transparence, mais ne laissons pas dire que le Parlement européen n'a pas le pouvoir de rejeter le CETA. Non. Si jamais il veut rejeter le futur projet TAFTA, si d'aventure on en arrive à la signature. Le Parlement européen a juste comme pouvoir tout de même dessaisi. Non, mais le Parlement européen a juste le pouvoir de dire non à la fin, c'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir d'influencer les négociations. Or, un Parlement doit pouvoir le faire. Les négociations. Merci à tous les deux. Restez avec nous. On se retrouve pour un nouveau journal.